grandissant à Vichy, jamais je me suis dit que tu vois, j'allais rentrer chez moi, j'allais avoir un diplôme d'Harvard dans ma chambre, tu vois. Et non, c'est possible. Il faut juste s'accrocher, il faut juste pas écouter les gens qui disent c'est pas possible, laisse tomber. Et j'ai eu beaucoup de gens avec lesquels je travaillais qui, même eux, comment dire, étaient un peu résignés par rapport à leur propre carrière et qui te disaient, je me rappelle très bien, encore une fois, d'un directeur que j'avais avec moi à Lazare. J'étais stagiaire à ce moment-là. Et je lui parlais de pourquoi pas. Je souhaitais que mon prochain stage se fasse à Londres, tu vois, dans une banque d'affaires à Londres, que j'ai fait au final. Mais il me disait non, tu sais, Samir, il y a des profils pour Paris, et puis il y a des profils pour Londres. Et t'es pas un profil pour Londres. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Plus tu te rapproches de cet objectif, plus tu te rends compte qu'en fait, au final, c'est juste, si tu as un rêve, peu importe ce que c'est, le but c'est vraiment juste de le découper en petites étapes et d'y arriver l'une après l'autre, quoi. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum Samir. Comme salam. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Samir Cheivi, je suis franco-algérien, j'ai 34 ans. J'ai grandi dans une petite ville à peu près 1h30 de Lyon qui s'appelle Vichy. Mon père était ouvrier du bâtiment, comme beaucoup d'Algériens qui ont fait le saut depuis l'Algérie en France dans les années 60. Ma mère m'a élevé, était femme au foyer. J'ai été éduqué en France, je fais une grande école de commerce. Et là, je suis investisseur en capital risque. Je suis basé à Singapour. D'accord. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ton métier? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'un investisseur en capital risque? Ok. Alors, je travaille pour un fonds qui s'appelle Insignia. Et ce fonds, concrètement, investit dans des startups qui sont, pour certaines d'entre elles, assez matures, qui ont déjà une centaine d'employés. Pour d'autres qui viennent juste de démarrer, donc on a juste quelques cofondateurs. Et on investit entre, on va dire, 1 million et 20 millions dans chaque startup. Et au jour le jour, mon travail, c'est d'abord d'arriver à construire des thèses sectorielles. Donc si je prends un secteur comme, je sais pas, par exemple la santé, j'essaie de comprendre quelles sont les problématiques santé dans l'Asie du Sud-Est et comment est-ce que des solutions technologiques peuvent les résoudre. En Indonésie, par exemple, il y a des gros problèmes de fraude du médicament. Et donc, on essaie de comprendre comment des solutions technologiques peuvent faciliter ça. Et donc, une fois qu'on a trouvé la bonne thèse et le bon secteur, on cherche le bon entrepreneur. Et une fois qu'on l'a trouvé, voilà, on investit. Et non seulement on investit, puis on continue à apporter du soutien aux entrepreneurs au jour le jour. Donc, les problématiques sont souvent assez semblables. On les aide d'abord pour recruter, pour faire grossir leurs équipes, pour les aider à rentrer sur des nouveaux marchés. On les aide bien sûr à lever de nouveaux capitaux après avoir mis notre propre capital. Et puis voilà, on continue à les soutenir pendant quelques années, souvent entre 5 et 10 ans. Et puis au moment où la boîte a grossi suffisamment, soit pour être vendue, soit pour être listée sur un marché comme le Nasdaq ou la bourse singapourienne, à ce moment-là, voilà, on vend nos parts dans la boîte et puis on retourne le capital qui nous a été donné par nos propres investisseurs, en gros. D'accord, très belle explication. En tout cas, je suis très content parce que je travaille moi-même dans une start-up. L'investissement, c'est une thématique qui revient assez souvent. Et tu es les premiers investisseurs musulmans français que je rencontre. Comment tu as fait est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir VC? Bien sûr, bien sûr. Donc VC, Venture Capitalist en anglais. Venture Capitalist. C'est pas, je suis pas tombé directement là-dedans. Je suis passé par plusieurs cases et je pense que l'aspect musulman joue beaucoup sur le fait que je me retrouve dans ce secteur. Donc j'ai commencé en banque d'affaires après mon école de commerce. Donc j'ai commencé dans une banque qui s'appelle Lazare à Paris.
Et donc c'était plus du conseil en acquisition pour vraiment des très très grosses boîtes du CAC 40. Ensuite, C'est ce que tu voulais faire? ouais, en sortie d'école, en fait, je sais pas, en sortie d'école, je me disais, qu'est-ce qui va me permettre de le faire plus d'argent possible? C'est un peu le rêve du gars qui a été pauvre toute sa vie et qui se dit, comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir et quel est le truc le plus prestigieux que je puisse faire, tu vois. D'accord. La finance, ça m'a attiré. Je suis quelqu'un de, voilà, enfin, je sais pas passionné par les chiffres parce que c'est bizarre à dire, mais j'aime bien ça. Et je trouvais qu'être dans le rôle d'un conseiller auprès de chefs d'entreprise était quelque chose d'intéressant, même si en tant que junior t'as pas vraiment d'accès direct avec ce genre de personnes, mais bon voilà, tu fais partie de leur transaction. Donc voilà, j'ai commencé là-dedans. J'ai travaillé pour d'autres banques d'investissement. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini mon école de commerce en 2009. Donc pile le mauvais moment pour entrer sur le marché du travail, surtout en finance, juste après la crise mondiale, enfin la crise aux États-Unis qui est devenue crise mondiale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais une opportunité de continuer en banque d'affaires en Europe, à Londres. Donc je pensais vraiment à faire ça. Je pense que quelques mois avant la fin de mes études, j'ai reçu un appel d'un directeur à moi qui était donc avant chez Lazare et qui ensuite a quitté Lazare et qui s'occupait du business development au Moyen-Orient pour une boîte qui s'appelle JCDecaux, donc très connue en France pour leurs panneaux publicitaires. Et pour faire simple, ils avaient besoin d'un mec qui parlait arabe et qui était bon en finance pour les aider sur les problématiques de développement. Donc j'avais le choix entre aller en banque d'affaires en Angleterre ou tenter l'aventure à Dubaï. J'ai pris la deuxième option et je me suis retrouvé genre un mois plus tard avec mes valises à Dubaï dans une équipe de 5 personnes. Ok, donc c'est sur un concours de circonstances, t'es pas choisi. Complètement. En fait, je me suis dit, c'est un peu bête de rentrer dans un secteur défini, donc la banque d'affaires en l'occurrence, et de rester là-dedans sans jamais comprendre d'autres secteurs, sans jamais avoir d'autres expériences que ça. Et je me suis dit pourquoi pas, et puis tu auras toujours l'opportunité de revenir en banque d'affaires si possible. Tu vois. D'accord. Et donc je suis allé chez JCDecaux, une boîte de 5 personnes, encore une fois, au moment où je suis rentré. Ils m'ont envoyé au Qatar et pour développer la filiale. Donc on est passé rapidement de ces 5 personnes à peu près 110 personnes, avec des ouvriers pour l'installation des panneaux publicitaires et tout ça. Je m'occupais des problématiques de développement, encore une fois, donc c'est parler avec le gouvernement local, parler avec la mairie, etc. D'accord. Je pense que je connais pas très bien le concept de banque d'affaires, ça consiste en quoi en fait exactement? Pardon. En fait, le banque d'affaires, chez Lazare ou chez d'autres banques d'affaires, en gros, c'est comme je te disais, c'est du conseil en entreprise. Donc c'est aider les grosses boîtes du CAC 40 à acquérir d'autres boîtes. D'accord. Donc, ou à se financer. C'est des problèmes. C'est-à-dire de manière administrative ou bien... Non, c'est vraiment. Je prends un exemple complètement au hasard. Disons qu'il y a une boîte privée qui souhaite être introduite en bourse. On s'occupe de ça. Donc on leur explique quel est le process, évidemment. On les aide sur ce process. On met une valorisation sur la boîte, on leur dit voilà, je pense que votre boîte, si on la compare à d'autres qui sont déjà sur le marché public, elle vaut ça. Puis on les aide ensuite à lever de l'argent auprès d'investisseurs privés. Donc on met en place ces réunions, on les aide à améliorer leur présentation, etc. On prend le management avec nous pendant 2 ou 3 semaines, ils présentent leur boîte et ensuite tu as un process de listing en anglais. Donc d'instruction en bourse qui se fait et puis voilà. Donc ça c'est de l'accompagnement. Voilà, c'est de l'accompagnement en opération financière un peu complexe en fait. Et ça peut être l'introduction en bourse, c'est un exemple, mais encore une fois ça peut être acquérir une autre boîte par exemple. Un exemple évidemment qui n'existe pas. Complètement rêvé, mais admettons que Renault décide d'acquérir Peugeot en France. On va aider l'un ou l'autre soit à acquérir, soit à se faire acquérir. Et c'est des process qui durent généralement pour des boîtes de cette taille-là entre 6 et 12 mois où tu as un conseiller donc
banquiers qui t'aident sur ce process. Et c'est pas juste des banquiers, c'est des comptables, c'est des avocats qui font partie de cette espèce de groupe de conseillers. D'accord. Les compétences qui sont demandées pour travailler en banque d'affaires t'ont été beaucoup utiles pour ta mission au Qatar, en termes de communication, en termes... Oui, d'une certaine manière, oui, parce que c'était la mission au Qatar, c'était convaincre la mairie locale, donc à Doha, de nous faire confiance sur l'installation des produits chez Doco, de leur faire comprendre que c'était un deal qui était bénéfique pour nous et eux en termes de retour financier. Donc il fallait expliquer les chiffres, enfin monter le business, expliquer les chiffres et leur faire accepter, tout simplement, signer le contrat. Et oui, bien sûr, l'aspect communication et l'aspect financier rentrent en compte une fois que tu es devant le maire de Doha et que tu dois l'expliquer comment est-ce qu'on va changer sa vie. Et évidemment, le fait que j'arrive à parler arabe aussi a aidé. Mais tu parles dialectal ou... Donc je suis algérien, comme je te disais, donc je parle dialectal. La première chose que j'ai fait au Qatar, c'était m'inscrire à l'université locale pour apprendre l'arabe littéraire. Ok, d'accord. Parce que c'était un peu un choc culturel d'arriver dans la région. Je me rappelle encore parce que c'est un souvenir très vivace dans ma mémoire où j'arrive à l'aéroport de Dubaï, je monte dans un taxi, le taxi était égyptien, il me parle et je ne comprends pas un mot, mais vraiment pas un mot de ce qu'il me dit. Et j'essaie de lui répondre en arabe et pareil pour lui, il me dit j'ai l'impression que vous parlez français, en gros. Ce qui est pas faux avec quand on est algérien, quoi. Donc non, j'en veux pas, mais c'était vraiment un déclic et je me suis dit non, tu peux pas bosser dans cette région, prétendre que tu parles arabe et voilà, personne te comprend. Voilà, personne te comprend. Tu peux rien négocier comme ça. Exactement. La négociation était très difficile, donc ça a pris du temps, mais voilà, au bout de... Donc en parallèle. Ouais, bien sûr. Je prenais des cours du soir tous les jours. Super. Donc maintenant tu parles littéral en plus. Parler littéral, pas beaucoup de monde le fait vraiment, truc, mais je parle on va dire le dialecte qatari, mais là où le littéral intervient, c'est dans les contrats écrits. D'accord. Parce que généralement les contrats sont en anglais et en arabe et tu as besoin d'être sûr que les deux versions disent la même chose. D'accord. Et du coup, tu as travaillé avec eux pendant quelques années? C'était une mission de 1 an et demi. Okay. Donc comme je te l'ai dit, la boîte est passée de 5 à 110 très rapidement, parce qu'on a besoin de gens pour installer, etc., pour maintenir le réseau. Et je pense qu'au bout d'1 an et demi, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé dans une routine où voilà, le contrat était fait, il était signé, il était lancé. Il n'y avait pas grand chose à développer d'autre au Qatar. JC Deco m'avait proposé d'aller soit en Arabie Saoudite, soit en Oman, et de faire exactement la même chose. D'accord. Et je me posais vraiment la question, est-ce que j'ai envie de repartir sur le même cycle d'1 an. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au même moment, le fonds souverain du Qatar, donc le QAE, qu'on connaît assez bien en France, notamment pour l'acquisition du PSG et d'autres trucs, était en train de faire grossir son équipe de conseil en banque d'affaires, une espèce d'équipe de banquiers d'affaires en interne en fait. Okay. Et la mission de cette équipe, c'était de conseiller les entreprises qataries comme Qatar Airways, Ooredoo qui est l'opérateur téléphonique local, sur les mêmes problématiques, sur les problématiques d'acquisition, de croissance, de financement. Donc ils essaient de grossir cette équipe en interne. On m'a contacté vu que j'étais au Qatar et je commençais déjà à chercher aussi. On m'a expliqué le poste. Il y avait aussi une grosse composante finance islamique dans ce poste aussi. D'accord. Et c'était un sujet auquel je voulais vraiment m'intéresser. Évidemment, j'avais aucune connaissance de ça avant parce que je travaillais en France. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis lancé, j'ai rejoint l'équipe. J'ai passé 2 ans chez eux là-dessus sur des problématiques vraiment de conseil. Et ensuite, je suis passé pendant 2 ans ensuite sur d'autres problématiques qui sont des problématiques d'investissement pur. C'est là où on a fait des transactions comme PSG et d'autres boîtes en Europe et à travers le monde. Donc tu as participé? Oui, à mon grand regret parce que je suis supporter lyonnais. D'accord. Mais oui, j'étais obligé d'aller au Parc des Princes. C'est intéressant. Oui, non, c'était marrant. C'était très honnêtement le deal où le plus intéressant que j'ai eu à faire. Okay. C'est fun, tu vois, de travailler sur un T'es pas tout seul, vous étiez Non, bien sûr. On n'est pas tout seul. On a, étant donné que nous sommes l'acheteur, on a des banquiers qui nous conseillent, des banquiers externes, français d'ailleurs,
Tu avais déjà travaillé dedans, du coup. Oui, j'avais un peu travaillé c'était un dedans, mais avantage là, pour toi. exactement. J'étais de l'autre côté de la table en fait. D'accord. On était dans la peau de l'acheteur et on avait des conseillers qui nous représentaient. Donc le PSG avant était, enfin, le propriétaire du PSG était un fonds d'investissement français, enfin franco-anglais on va dire, qui s'appelait Colony Capital. Ok. Voilà, donc ils nous ont vendu leur part et on est devenu actionnaire majoritaire. Enfin le QA est devenu D'accord. actionnaire majoritaire à ce moment-là. Ça a été racheté à combien déjà Ça je peux pas te dire. C'est Parce pas que public. D'accord. c'est pas public. Ok. Mais oui, je pense qu'il y a une grosse somme d'argent qui a changé de main. Et puis ensuite, tout le monde connaît les investissements que Qatar Sport Investment, donc la filiale du QAE qui a investi dans le PSG, a fait ensuite pour acheter des joueurs, pour améliorer l'infrastructure, etc. D'accord. On connaît, c'est quoi le fonds du Qatar, leur budget, non? Ouais, alors oui, ça c'est plus ou moins public, on va dire. Au moment où je suis parti, le fonds, donc ça inclut plein de choses. Ils ont une filiale d'immobilier qui fait que des investissements en immobilier. Ils ont une filiale donc, qui fait que des investissements internationaux à l'étranger, etc. Ils ont plein de trucs. Si tu réunis tout ça dans un bloc, ça fait un fonds d'à peu près de 400 milliards de dollars, ce qui semble hallucinant. Oui. Mais dans le monde des fonds souverains, on va dire c'est correct. C'est pas le plus gros, loin de là. Il y a des fonds beaucoup plus gros comme Adia qui est à Abu Dhabi, comme Sama qui est en Arabie Saoudite, mais le plus gros fonds souverain jusqu'à présent, si je dis pas de bêtises, c'est le fonds norvégien qui a plus de 1 trilliard de dollars. Mais oui, donc, mon point c'est que on avait beaucoup d'argent à investir. Ouais. Et, donc, et du coup, toi, tu étais dans les investissements à l'étranger. Voilà, donc j'ai commencé avec cette équipe de conseil en interne qui faisait que du conseil pour des boîtes qataris dans lesquelles le fonds souverain du Qatar avait des grosses participations. Donc le fonds souverain du Qatar est actionnaire majoritaire de Qatar Airways, est actionnaire majoritaire de Ooredoo, actionnaire majoritaire de plein d'autres boîtes qataris. Et donc nous on faisait que du conseil pour ces boîtes-là au départ. J'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite je suis passé dans cette équipe qui s'appelle Strategic Investments, qui fait des investissements en externe, à l'étranger. Est-ce que tu avais des KPI, des chiffres à atteindre En fait, on n'a pas forcément de KPI individuel. Je pense que le seul KPI c'est de ne pas écrire n'importe quoi et d'être sûr que les chiffres sont bons avant de pas se tromper. Ça c'était le plus gros KPI que j'avais. Pas racheter un 0 ou enlever un. Exactement, pas racheter un 0 ou en enlever un parce que ça a de grosses conséquences et c'est tout je pense, parce que c'est des choses qui sont très qui viennent du top management. C'est pas moi Samir qui va aller décider d'aller racheter le PSG, tu vois. Donc mes boss avaient des KPI en termes d'acquisition, en termes de déploiement de fonds. Moi je faisais l'aspect technique des choses, quoi. D'accord. En fait, quand on parle de fonds souverains, il est comment est-ce qu'il se régénère en fait? Comment est-ce qu'il se finance? Comment est-ce qu'il se finance, La plupart des fonds souverains sont dans des pays qui sont exportateurs de matières premières, donc de ressources naturelles, qui sont riches en ressources naturelles. Donc pour la Norvège c'est le gaz, pour le Qatar aussi c'est le gaz, pour l'Arabie Saoudite c'est le pétrole, l'Algérie aussi on a un fonds souverain qui est ridicule, c'est très bon à manager, pas très bon à manager nos ressources, mais voilà, donc en fait le chiffre d'affaires qui est issu de cette vente de matières premières est réinvesti dans ces fonds. Et en fait, la vision que les gouvernements ont de ces fonds, c'est d'établir une espèce d'épargne sur le long terme pour les citoyens de ce pays. Ok, donc c'est pour les citoyens, c'est pour qu'ils aient moins d'impôts à payer ou moins de... Donc au Qatar, personne ne paye d'impôts, surtout pas les citoyens, mais c'est de se dire, c'est préparer l'avenir en fait, c'est de se dire, voilà, pour le Qatar par exemple, les ressources en gaz qui sont d'ailleurs partagées avec l'Iran, enfin la poche de gaz qui est exploitée par le Qatar, aussi exploitée par l'Iran, vont arriver à leur fin d'ici une quarantaine d'années. Donc qu'est-ce qui se passe après en fait? De quoi vit le Qatar? Et donc la solution à ça c'est de se dire on va mettre de l'argent de côté, on va l'investir et on va recevoir des dividendes de ces investissements et avec ça on va faire fonctionner le pays. D'accord. Donc les revenus ils sont réinvestis dans le fonds? Oui. Je sais pas si c'est tous les revenus qui sont investis dans le fonds, mais une grosse partie. Ok. Donc tu es resté là-bas pendant quelques années? Oui, j'ai passé en total au Qatar, je suis passé à peu près 4 ans et demi, et dont 3 ans et demi dans le fond. D'accord. Et ensuite? Et ensuite,
Je crois que tu es parti aux États-Unis. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis, ouais. Je suis parti aux États-Unis, j'ai repris mes études. En fait, ce qui s'est passé au Qatar, j'ai un peu un déclic en termes de carrière. C'était une expérience très bien, on était très bien payé, c'était un job qui me plaisait, mais j'avais pas l'impression d'avoir un impact sur quoi que ce soit. J'étais un pion dans l'échiquier, premièrement, et ensuite ce que je disais au jour le jour, c'est que finalement ma contribution c'était juste d'être sûr que les entreprises dans lesquelles j'investissais ou que j'aidais devient plus grosse. Est-ce que j'avais un impact directement sur les personnes, soit autour de moi, soit en règle générale? Je le voyais pas, ça, en tout cas. Et j'ai eu ce déclic en me disant, voilà, je pense que j'ai besoin de faire quelque chose peut-être plus à taille humaine, d'abord, et plus peut-être en lien avec fondamentalement ce que je pensais en termes d'impact. C'est un peu... J'ai un peu une sorte de révélation religieuse à ce moment-là où je me suis dit on est sur cette terre pour faire quelque chose, pour laisser derrière nous quelque chose de bien, quelque chose de fondamental, d'avoir un impact positif sur les gens. Et je me disais que dans mon taf au quotidien, j'avais pas ça. D'accord. Tu n'avais pas un sentiment d'accomplissement. Accomplissement, exactement. Exactement. Non, j'avais pas du tout ça. Ensuite, comme je te le disais, je travaillais aussi sur des problématiques de finance islamique. Et plus je travaillais sur ces problématiques-là, plus je me disais il y a quelque chose à faire autour de la finance islamique, autour d'investissements directs qui n'était pas fait dans le secteur de la finance islamique comme il était supposé le faire. Et donc je voulais changer ça aussi. Et donc je reprends mes études, donc je pose mes dossiers de candidature dans des MBA aux États-Unis. Et mon essai, dans quel domaine? On a besoin d'écrire un MBA en quoi? Un MBA en management général, mais ma spécialisation c'était en finance. D'accord. Je me dis avec le recul que j'aurais peut-être dû faire finance après finance, peut-être dû me spécialiser sur autre chose, mais bon, c'est un autre sujet. mais donc dans mon dossier de candidature, ce que j'ai écrit, c'est moi mon but après le MBA, c'est de changer la finance islamique. D'accord. De fond en comble. Voilà. Et j'ai plein d'amis qui lisent mes essais pour me conseiller, des gens qui sont déjà en MBA qui me disent mais t'es dingue, écris pas ça, on est en 2011, enfin à l'époque on était en 2012, tu candidates aux États-Unis, c'est complètement débile. Tu tires une balle dans le pied. Voilà, exactement, tu tires une balle dans le pied, ne parle pas de finance islamique. Et je les ai pas écoutés. J'ai continué à parler de finance islamique dans mes essais. Attends, mais en fait, t'écrivais des essais? J'écrivais des essais, en fait, c'est quand tu candidates à ces formations, il y a plein de choses qui font partie de ce dossier de candidature. Tu as des tests à passer. L'équivalent français, c'est le test de TAJMAJ ou GMAT en anglais. Tu as des tests d'anglais, évidemment, à passer, le TOEFL. Tu as des essais à écrire. Pourquoi tu veux faire ce MBA, quels sont tes plans, etc. Comment est-ce que tu penses contribuer à ce MBA. Et puis voilà, tu as des lettres de recommandation qui doivent être écrites et signées par tes boss. D'accord. Et donc, dans ces essais qui faisaient partie de dans ces candidatures, je dis mon objectif à long terme, c'est de créer un fonds de venture capital qui investit selon les préceptes de la finance islamique. D'accord. Et j'envoie ça à 10 écoles aux États-Unis. Ok. Et au moment où donc je clique, c'était en septembre 2013, je clique, j'envoie, 3 jours après, gros meltdown, je me dis putain mais t'aurais jamais dû écrire ça, tu t'es complètement foiré et tout. Et du coup non, ça s'est bien passé. J'ai reçu des entretiens sur tous les MBA que j'ai envoyés, et pendant les interviews les gens étaient vraiment super intéressés par le truc. J'avais en face de moi des gens forcément pas musulmans, américains, qui me disaient mais qu'est-ce que la finance islamique, pourquoi vous voulez changer ça, expliquez-nous le process. Et une histoire que j'utilisais souvent pour un peu leur expliquer c'est quoi le rapport entre venture capital et finance islamique et pourquoi je voulais changer ça. C'était une histoire qu'on m'a moi-même expliquée au Qatar. C'est donc l'histoire de notre prophète qui était entrepreneur, qui manageait, qui gérait des caravanes entre Damas et l'Arabie Saoudite. Et pour faire ça, quelqu'un l'a financé. Ce quelqu'un, c'était Khadija,
Oui. alayhi salam, qui est devenue sa femme, on le sait tous. Et, la manière dont on l'a expliqué, c'est que c'était le premier investissement en venture capital de l'ère islamique. D'accord. Et le prophète était un excellent entrepreneur qui a pu retourner un profit gigantesque de ses caravanes. Et je me suis dit, non, c'est une super belle histoire, c'est une manière assez simple d'expliquer mon intérêt là-dessus. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer de faire ça, pourquoi pas essayer de me rapprocher du venture capital. Donc voilà. Donc j'ai candidaté à CMBA, ça s'est bien passé. Je suis rentré dans 2 écoles. L'une qui s'appelle Wharton. Okay. Donc là j'ai fait mon MBA et à Harvard, où là j'ai fait un MPA. Donc c'est une formation plus en sciences politiques. Wharton c'est Wharton et Harvard, c'est la même chose ou c'est des choses différentes? Non, donc alors Wharton, c'est une école qui est à Philadelphie. D'accord. C'est 2 écoles différentes. Et Harvard, c'est à Boston. Et donc j'ai candidaté à ces 2 écoles parce qu'ils ont un cursus commun de 3 ans qui permet d'avoir une formation en finance, en business et en sciences politiques. Okay. Encore une fois, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je pense que pour moi, le long terme, c'est d'essayer de revenir en Algérie à un moment donné et de faire ce que je fais, donc d'essayer de travailler en venture capital, mais au niveau gouvernemental. D'accord. Donc, forcément, il y a plein de choses qui doivent changer en Algérie pour que ça se passe entre-temps. C'est en train de changer, je l'espère. Mais j'ai vraiment envie d'avoir, je reviens à cette espèce d'idée d'accomplissement et de retour et vers mon prochain. D'accord. Et d'essayer d'avoir un impact positif sur mon prochain, sur la communauté musulmane, sur le monde en général. Et je me suis dit, voilà, essayer de comprendre quel est le venture capital, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut le faire de manière islamique, et ensuite essayer de prendre tout ce que tu as appris quand tu auras un peu plus de cheveux gris sur la tête et que ce sera un peu plus crédible en termes d'accomplissement, en termes de carrière, de retourner en Algérie, et non pas de le faire via un fonds privé, mais de le faire au niveau gouvernemental, où tu auras un impact évidemment beaucoup plus large potentiellement sur l'ensemble de la population locale. D'accord. Donc d'où ce cursus en sciences politiques, où tu te formes à des problématiques gouvernementales, et où tu construis un réseau évidemment, et le côté finance. C'est peut-être ça le plus intéressant, le réseau. Bien sûr. Je pense que ces formations, c'est pas vraiment ce que tu apprends, parce que la plupart des gens qui candidatent à ces formations de toute manière ont une carrière business. Donc j'avais pas grand chose à apprendre. Peut-être en management finance, un petit peu. Exactement, peut-être en management, effectivement. Il y a des problématiques intéressantes en marketing, en ressources humaines, dont j'avais aucune connaissance avant de démarrer. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc ça, évidemment, c'est important. Mais le côté réseau, le côté avoir cette capacité à juste prendre son téléphone, envoyer un message sur LinkedIn dès qu'on a besoin de quelque chose, c'est super important, quoi. D'accord. Ça t'aide jusqu'à aujourd'hui? Ça m'aide jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec les formations américaines, c'est que les Américains sont beaucoup plus pro-école, sont beaucoup plus attachés à leurs écoles qu'on l'est en France. Tu vois. En France, voilà, on fait notre licence, on fait notre master, on va en grande école, voilà, c'est fini. Aux États-Unis, on le voit souvent dans les films, tu vois, ils continuent à porter leur t-shirt Université of machin jusqu'à 50 ans passés, tu vois. Mais il y a un vrai attachement à aider la communauté universitaire. Donc ça m'aide beaucoup, effectivement. Surtout que tu as fait 2 programmes, donc 2 écoles. 2 programmes, 2 écoles, donc le bénéfice des 2 réseaux. Combien ça te temps? Ça a duré 6 mois? Ça a duré donc 3 ans en tout. Ça a duré 3 ans en tout, donc chaque programme 1 an et demi. Et c'était en semaine, C'était en semaine, oui. En week-end. Non, c'était en semaine. J'ai arrêté de travailler pour faire ça. D'accord. J'ai pris mes valises, donc j'étais au Qatar. J'ai pris mes valises, je suis allé aux États-Unis. Et voilà, pendant 3 ans. Donc plus aucun revenu pendant 3 ans. Voilà. Donc le coût d'opportunité est assez énorme. Mais mon boss à l'époque aux États-Unis avait aussi fait un MBA, il était américain. Et il me disait le retour sur investissement, c'est pas quelque chose que tu dois comment dire, visualiser sur 2, 3, 4, 5 ans, mais sur 30 ans, quoi.
Mhm. Et ça va sûrement aussi avoir un impact sur tes enfants qui vont pouvoir candidater aux mêmes écoles D'accord, sur le long terme. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, quoi. d'accord. Et, mais Tu regrettes pas, en tout cas. non, pas du tout, pas du tout. Mhm. Pas une seconde. Le coût financier est énorme, effectivement, Mhm. mais je pense que ça apporte ses fruits. Et je pense que c'est une raison aussi pour lesquelles j'ai pu venir en Singapour en tant que franco-algérien qui ne connaît rien au marché Mhm. et avoir cette crédibilité pour pouvoir dire je peux investir et, je peux le faire dans un pays que je connais pas. Donc D'accord. Singapour, l'Indonésie, etc., etc. Ok. Donc ensuite, t'as pas travaillé aux États-Unis, t'es parti directement. J'ai travaillé à côté, donc je faisais mes études Ok. donc entre Philadelphie et Boston, et je voulais vraiment rapprocher du monde du capital risque, du venture capital et de la start-up. Et donc j'ai travaillé pour une start-up pendant 3 ans, Mhm. une start-up locale. J'étais payé très peu, donc je faisais pas vraiment pour le salaire, mais je faisais pour l'expérience, pour comprendre D'accord. comment des startups aux États-Unis, qui est un peu le rêve de tout entrepreneur, pardon, étaient construites, étaient financées. Tu vois. Mhm. Donc j'ai fait ça à côté pendant mes études. J'ai appris beaucoup parce que j'étais un peu dans la peau d'un entrepreneur. Les fondateurs de la startup dans laquelle je travaillais étaient deux ingénieurs en biologie, Mhm. et j'étais leur premier employé, entre guillemets. Et donc je les aidais sur toutes les problématiques qui n'étaient pas liées au produit. J'ai pas comment dire, de background académique en biologie personnellement. Je ne pouvais Mhm. pas vraiment les aider là-dessus, mais surtout les problématiques de produits, de lancement sur le marché, de financement, de marketing, de vente, bien sûr. J'ai essayé de les aider autant que faire se peut. D'accord. Super. Ouais, Donc t'as fait d'une pierre trois coups. exactement, d'une pierre trois coups. Ouais, c'est cool. Et ensuite, comment t'as fait pour revenir? T'as décidé de venir à Singapour ou t'as eu J'ai une décidé de opportunité? venir à Singapour, et donc ça s'est fait à travers le réseau de Wharton. D'accord. J'ai remplacé dans un fonds quelqu'un qui était à Wharton, Ok. qui partait et qui m'a dit voilà, pourquoi pas reprendre ma place. Et donc je l'ai remplacé quand j'ai fini ma formation était de 2014 à 2017. J'ai fini en 2017 et j'ai remplacé cette personne à partir de là. Donc ça fait à peu près 2 ans que je suis ici maintenant, D'accord. quasiment 3 ans. Et non, j'ai décidé vraiment de venir aux États-Unis, à Singapour, ce qui peut paraître un peu étrange, surtout quand on se décide à faire du venture capital. Parce qu'évidemment, le point central du venture capital dans le monde, c'est la Silicon Valley. Mhm. C'est là où toutes les boîtes tech que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, Facebook, Netflix, Google, etc., tout le monde est basé là-bas. Mhm. Et donc évidemment, la logique aurait voulu que j'aille là-bas. Mais encore une fois, je considérais cette espèce de but à long terme, de faire quelque chose en Algérie, en finance islamique. Mhm. Et je me suis dit, tu as besoin d'apprendre deux choses. Tu as besoin d'apprendre comment le capital risque et le venture capital se fait en marché émergent. Mhm. Et tu as besoin de rapprocher de pays qui sont beaucoup plus dans une situation économique et politique qui se rapproche, voilà, de ton but à long terme qui est l'Algérie. Donc je me suis dit, plutôt qu'aller aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec l'Algérie, essaie de te rapprocher d'un pays comme l'Indonésie par exemple, où tu as des problématiques de développement, de croissance qui sont assez similaires à des D'accord. pays Donc émergents. c'était réfléchi quand même, c'était pas Non, c'était juste pas. une opportunité. Je tombais pas complètement dans l'inconnu. Mhm. Ok. Du coup, c'est là que t'as eu ton premier job de VC en fait. Exactement. C'est là où j'ai sauté le pas, plutôt que de faire du conseil avec des grosses entreprises. Mhm. Je suis passé complètement de l'autre côté, où je faisais, voilà, des investissements, des toutes petites Donc boîtes. c'est ce que tu voulais faire. C'est vraiment ce que je voulais faire. D'accord. C'est quelque chose qui pour moi va me préparer dans les 10 prochaines années à cette espèce de but de long terme, de passer du côté politique. D'accord. Mais en réalité, pour devenir VC, est-ce qu'il faut passer par tout ça? Parce qu'en général, quand on parle des VC, ils sont tous issus de backgrounds différents. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un chemin? Je pense qu'il y a deux chemins, généralement, du moins de ce que je vois des VC aux États-Unis et ici. Soit tu as été fondateur d'une startup Mhm. qui a grossi et que tu as pu vendre. Et dans ce cas-là, les fonds vont te recruter pour tes capacités à aider d'autres entrepreneurs et d'autres fondateurs. D'accord. Donc ça, c'est un peu la carrière opérateur, si tu veux. Après, tu as une carrière financière où voilà, ils recrutent des profils un peu comme moi, Mhm. banquiers, investisseurs dans des fonds un peu plus larges. Donc on a une casquette un peu plus
financière. Et voilà, je pense que c'est les deux chemins fondamentaux dans une carrière réussie. Et j'ai eu la chance de faire un peu les deux. J'ai eu la chance d'avoir un peu cette casquette financière et de bosser pour une startup aussi. Donc j'ai pu comprendre les rouages, voilà, les rouages de la startup. Ok. Donc là, tu as travaillé dans plusieurs fonds depuis les 3 dernières années. Ouais, là, comme je te le disais, j'ai commencé un nouveau job dans un deuxième fonds. D'accord. Ce fonds investit... En 2017-2018. En 2017-2019, j'ai travaillé pour un fonds donc, à Singapour, qui était... c'est un fonds japonais qui investit en Asie du Sud-Est. Donc je m'occupais de l'Asie du Sud-Est en général. Donc c'est marchés comme Singapour, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Ce fonds que j'ai rejoint assez récemment a un peu le même focus régional en tout cas, mais c'est un fonds singapourien. D'accord. Du coup, vous investissez à Singapour, en Indonésie aussi, dans tous les pays du Sud-Est, mais tous les pays sont très différents. Singapour, c'est déjà très développé. Bien sûr. L'Indonésie, c'est un marché émergent, comme tu le disais. Bien sûr. Non, les problématiques sont super différentes. Les investissements qu'on fait à Singapour, c'est des investissements généralement qui sont liés à des secteurs à haute technologie, qui sont destinés à être utilisés par des entreprises, par des grosses entreprises partout dans le monde, alors qu'en Indonésie par exemple, en Thaïlande, au Vietnam, les choses dans lesquelles on investit, c'est pour le marché local, parce que le marché local est bien plus large d'abord. La population de Singapour, c'est une population de 6 millions. Et en Indonésie, je pense qu'ils sont 260 millions. Il y a à peu près 6 millions de naissances en Indonésie par an. Donc il y a un nouveau Singapour qui se crée en Indonésie chaque année. Donc ouais, les problématiques sont très très différentes. Et il y a beaucoup de choses en Indonésie qui ne fonctionnent pas. Tout simplement parce que c'est un marché émergent. Qui sont quasiment parfaites en Singapour. Donc des problématiques autour de l'éducation, autour de la santé, comme je te le disais, c'est des choses qui sont très très importantes pour nous. Et voilà. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de solutions technologiques. D'accord. J'ai entendu des conseils de gens en Europe qui disaient qu'il fallait venir, qui conseillent de venir en Asie du Sud-Est parce que c'est là que c'est un marché justement émergent, enfin justement Singapour, Hong Kong, il y a plus de soucis en ce moment, mais qui conseillent vraiment de venir dans cette zone. Parce que c'est là que ça se passe en ce moment, il se passe beaucoup de choses. C'est quoi ton point de vue par rapport à ce sujet? C'est vrai dans le sens où l'Asie du Sud-Est c'est un peu coincé entre l'Inde et la Chine. Donc on a le bénéfice de recevoir un peu la croissance économique de ces deux pays. Et l'Asie du Sud-Est, encore une fois, c'est des pays émergents, donc c'est des pays à forte croissance, c'est des pays avec des besoins énormes, avec des grosses populations. Donc ouais, je pense que ça bouge beaucoup, mais je pense que en Europe, encore une fois en tant que franco-algérien qui a émigré au Moyen-Orient avant, qui maintenant se retrouve ici, on a toujours cette idée d'Eldorado, d'autres régions dans le monde qui sont plus intéressantes que l'Europe. Voilà, l'Europe c'est un marché développé, la France c'est un pays qui va croître à 1 ou 2% par an sur les 10 prochaines années si le gouvernement fait son job correctement. Pas aux États-Unis, mais en Indonésie, on est sur une croissance qui est à 6-7% quoi, minimum. Donc forcément, les opportunités qu'on a sont complètement différentes. D'accord. Justement, tu as fait de la finance islamique. Ouais. Tu as investi dans les startups. En tant que startup, si on veut lever des fonds, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention au niveau d'investissement? Est-ce qu'il y a des investissements qui sont à éviter? Vu que tu as l'expérience par rapport à ça, peut-être que tu peux conseiller. Bien sûr. Tu veux dire des choses qui sont invitées, qui ne sont pas forcément islamiques en soi? Oui. Ouais, bien sûr. Une des raisons pour laquelle aussi je suis allé à Wharton et j'ai bossé, je me suis spécialisé en finance, c'est que ma thèse de fin d'année c'était aussi en finance islamique et comment faire des investissements qui sont purs en termes de finance islamique. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur musulman, et en tant qu'entrepreneur musulman qui souhaite lever de l'argent, il y a des choses qui ne sont pas forcément en lien ou du moins acceptées dans notre religion. D'abord, les investissements se disent
en actions, mais c'est des actions avec énormément de protection pour l'investisseur. Donc si l'entreprise se casse la gueule, on peut récupérer notre capital, il y a un intérêt sur ces actions, donc on reçoit un peu plus de notre capital que ce qu'on a investi au départ sur certains instruments. Donc il faut faire attention à ça, je pense. C'est des choses qui sont pas forcément en lien exactement ou en ligne avec ce que notre religion recommande. Ensuite, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles de ce niveau-là, surtout en Indonésie. Récemment, j'ai un bon ami à moi qui a monté une start-up en finance islamique, donc il propose lui-même des financements islamiques pour des entreprises en Indonésie, et qui a réussi à lever de l'argent avec un contrat complètement en lien avec la finance islamique. D'accord. Donc il a structuré ça, c'est une première en Asie. Mais quand on lève des fonds, il y a plusieurs types de contrats. Tu peux avoir, je sais pas moi, aux États-Unis, ou ici, c'est assez connu, les convertible notes. En France, je crois que ça s'appelle des BSR, je crois. Oui. Des BSR. Tu as différents types de contrats avec des mots-clés différents. Est-ce qu'il y a des mots-clés qui sont plus islamiques que d'autres? Bien sûr. Oui, tout à fait. C'est de ça dont je te parlais quand je te disais il y a certaines clauses, notamment des intérêts, qui jouent et qui sont pas qui sont en contradiction avec les préceptes de la finance islamique. Et donc, c'est un très bon exemple, les convertible notes. Donc, les convertible notes, pour expliquer rapidement, c'est pas un investissement en action. Donc, quelqu'un qui a investi dans une startup en convertible note, il n'est pas actionnaire de cette startup. C'est un prêt, en fait. C'est un prêt qui va être converti dans des actions dans le futur. D'accord. Et ce futur est plus ou moins certain et plus ou moins proche en fonction des plans de l'entrepreneur. Des clauses, en fait. Aussi. Exactement. Donc si l'entrepreneur se décide à faire une vraie levée de fonds en actions dans un an, donc ce prêt qui a été fait en convertible note va être converti en actions à ce moment-là. Mais pendant ce temps-là, c'est un prêt. Et donc comme tout prêt, il y a un taux d'intérêt. Et donc ça, forcément, on le sait tous, les intérêts ne peuvent pas cohabiter avec la finance islamique. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Ensuite, comme je te le disais, il y a des clauses de protection de capital qui font partie de tout investissement en capital risque, qui ne sont aussi pas forcément en lien avec la finance islamique. L'une des clauses principales, c'est de dire, peu importe ce qui se passe dans cette start-up, si l'entreprise part en banqueroute ou si elle est vendue, de toute manière, je vais récupérer au moins une fois mon capital. Donc, si j'investis 2 millions dans ta startup, quoi qu'il arrive, je vais récupérer ces 2 millions. Donc, si tu vends ta boîte pour 2 millions, je récupère mes 2 millions et tu n'as rien en tant qu'entrepreneur. Voilà. Okay. Pareil, c'est pas... si tu respectes vraiment les préceptes de la finance islamique qui te disent dans un contrat les gains et les pertes doivent être partagés, c'est en contradiction avec ça. D'accord. Il y a aussi on parle souvent de discount. Ouais. Est-ce que ça c'est pas bon forcément. Donc le discount dans des convertible notes, c'est de dire, c'est un principe très simple, c'est simplement de dire ma levée de fonds qui va se faire dans un an, elle va se faire à un prix plus élevé que maintenant. Et étant donné que toi tu investis maintenant dans une entreprise plus petite, avec plus de risques, plutôt que d'investir à ce prix plus élevé, on va te donner un petit discount de, on va dire, 5, 10, 15, 20%, parce que tu prends plus de risques. Donc tu auras plus de parts. Voilà, tu auras un peu plus de parts, parce que tu prends plus de risques. Là, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Non, je pense pas. D'accord. Ok. Et du coup, tu disais que si l'entreprise fait une vraie levée de fonds, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là, une vraie levée de fonds? Par une vraie levée de fonds, ce que je veux dire par là, c'est une levée de fonds en action. Donc qui n'est pas faite via un prêt qui sera converti en action. D'accord, donc ça par exemple c'est tout à fait alors encore une fois, il y a dans une levée de fonds en action, il y a pas cette clause d'intérêt forcément, parce que c'est pas un prêt, mais il y a cette clause de protection du capital. D'accord. Le fait que je dois récupérer mon capital au minimum quoi qu'il arrive. Encore une fois, ça c'est en contradiction avec ce précepte islamique qui est de dire que un investisseur et un entrepreneur doivent partager les gains et les pertes. D'accord. Donc ça, c'est quand même assez compliqué de lever des fonds si on veut respecter vraiment toutes les... Bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait compliqué. Et encore une fois, comme je te le dis, on est le secteur du capital risque, ça fait 30 ans qu'il existe. En Asie du Sud-Est, ça fait peut-être 8-9 ans qu'on a des vrais fonds de capital risque qui investissent dans la région.
l'opération dont je te parlais, qui s'est faite selon les préceptes de la finance islamique, elle s'est passée il y a 2 mois. Oui. Donc Oui. c'est quelque chose Je veux de dire, très récent. ici c'est compliqué, en Europe c'est encore plus compliqué, j'imagine. Je pense que c'est encore plus compliqué dans le sens où tout est question d'acceptation par le marché en fait. Et souvent les clauses de financement sont dictées par les investisseurs, pas par les On peut pas entrepreneurs. négocier. Enfin, si on peut négocier, mais à une certaine échelle. On peut négocier mais à une certaine échelle. Ce qui se passe en fait, c'est que typiquement les clauses de protection du capital, elles sont pas là pour protéger le fonds en lui-même, mais elles sont là pour protéger l'argent qui a été reçu par des investisseurs dans ce fonds, quoi. Parce que, encore une fois, quand on est entrepreneur d'une start-up technologique et qu'on lève de l'argent, cet argent ne vient pas du fonds en lui-même. Le fonds lui-même a des investisseurs qui mettent de l'argent dedans, donc c'est pour protéger leur capital. Mais une boîte, par exemple, en France, qui lève des fonds via ce procédé-là, via des BSR ou n'importe quel type d'action, si elle fait banqueroute, elle est protégée par rapport à ça. Oui, bien sûr, parce que les boîtes en général sont construites alors j'ai plus le mot français, mais je crois que c'est action limitée ou responsabilité limitée. Oui, c'est ça. SARL, ouais, c'est responsabilité limitée. Donc si la boîte est en responsabilité limitée, l'entrepreneur n'est pas requis de rembourser le capital, évidemment. Mais du coup, ça protège un petit peu contre. Ça protège, non, bien sûr. Mais c'est pas le contrat de financement qui protège. Oui. C'est le fait que la startup soit construite avec cette entité légale là qui protège. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des différents types d'investissement? Donc là, on a parlé du venture capitaliste. Bien sûr. Quels sont les autres moyens pour lever des fonds? Il y a les business angel, corporate venture. Bien sûr. Alors, je pense qu'en termes d'instruments, c'est plus ou moins la même chose. On a soit des instruments convertibles en actions ou des actions. Le contrat reste le même typiquement. Typiquement, le contrat reste le même, oui. Mais après, on a différents types de personnes qui vont investir dans ta startup. On a ce qu'on appelle des business angels, donc ça, c'est des individus lambda qui ont un capital personnel qui souhaitent investir. Généralement, c'est des ex-entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, qui ont reçu une certaine somme d'argent en retour, qui souhaitent réinvestir. C'est plus facile de négocier avec eux. Oui, disons que c'est des gens qui aiment prendre plus de risques, qui généralement interviennent au tout début de la vie de cette entreprise. Plus de risques, mais moins de fonds. Plus de risques, moins de fonds, effectivement. Ouais. Le type de levée de fonds par des business angels, généralement en Asie du Sud-Est, c'est des gens qui peuvent investir entre 50 000 $ et 200 000 $, ce qui est déjà assez conséquent si tu veux juste démarrer. Mais voilà, c'est ce genre de chèque. Donc on a ça. Ensuite, on a des fonds institutionnels. Donc ça, c'est par exemple mon employeur. C'est des gens qui ont créé un fonds, qui ont reçu de l'argent d'autres fonds. Par exemple, pour donner une idée, notre fonds est un fonds de 200 millions. La grosse majorité de cet argent qu'on a réussi à réunir dans ce fonds vient de pensions de retraite, de fonds de pension de retraite aux États-Unis, qui investissent dans ce type de fonds pour avoir une exposition en venture capital. Donc le risque est plus élevé pour eux, bien sûr, que d'investir dans des obligations, par exemple, mais le retour sur investissement est potentiellement bien plus large. Donc il y a des fonds institutionnels qui investissent, et puis ensuite on a des fonds qui sont attachés à des entreprises. Donc beaucoup d'entreprises ont ce genre de fonds, et ce genre de fonds investit avec des considérations stratégiques. Par exemple, si c'est un fonds qui appartient à je sais pas moi, DBS, qui est une banque locale, ils vont investir surtout dans des entreprises qui font de la fintech, donc la technologie sur des problématiques financières. Voilà. Et au bout d'un moment, je pense que la logique, ça serait que une fois que tu reçois le fonds d'un corporate VC, comme tu le disais, la logique est que tu sois vendu au corporate. Au final, c'est juste, si tu as un rêve, peu importe ce que c'est, le but c'est vraiment juste de le découper en petites étapes et d'y arriver l'une après l'autre, quoi. Oui, d'accord. Il y a aussi, on parle de Love Money aussi. Love Money ou Family and Friends, donc ça intervient avant le Business Angels. C'est des gens qui sont capables de donner, on va dire, entre 5 et 50K. En fonction de qui sont tes amis.
qui te permettent de démarrer en fait. Voilà. Ouais. Mais oui, non, je pense que une chose que tu apprends très rapidement, surtout en marché émergent, c'est que les entrepreneurs que tu finances viennent généralement de- comment dire, ont un background familial assez aisé, quoi. Oui. Comme on dit, c'est un sport de riche d'être entrepreneur, parce que on a besoin de fonds, on a besoin quand même d'énormément de fonds. Et donc c'est pas facile de démarrer avec deux grosses exceptions, pardon. L'Inde, où tu as des entrepreneurs qui ont reçu une bonne éducation et qui viennent pas forcément de familles aisées, et la Chine aussi. D'accord. On dit souvent que l'investisseur, en 15 minutes, 10-15 minutes, il sait déjà s'il va investir dans une start-up ou oui. quoi que ce soit. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. C'est très vrai. C'est très vrai, surtout si l'investisseur a fait son job, qui est en amont de construire des thèses d'investissement. Comme je te le dis, je vais jamais dans un meeting où j'essaie d'éviter au maximum d'aller dans un meeting dans lequel je comprends rien à l'industrie, tu vois. Je suis quelqu'un qui investit beaucoup dans la fintech, et le portefeuille que j'ai dans ce fonds-là, c'est surtout de la fintech, et tous les deals qui passent en fintech, c'est moi qui les vois, et on a besoin de cette expertise, quoi. Donc c'est très 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 facile de savoir si la personne qu'on a en face de nous, l'entrepreneur, comprend son sujet et puis est la bonne personne pour exécuter sur cette idée, quoi. D'accord. Vu que tu disais qu'il y avait quand même des difficultés à respecter tous les principes islamiques dans l'investissement, comment est-ce que tu fais toi du coup? Est-ce que pour investir c'est pas très compliqué aussi? Bonne question. En tout cas pour un VC qui n'a pas son propre fonds, oui c'est très compliqué, quoi. Encore une fois, je pense que pour moi c'est un sacrifice que je fais par rapport à ça, et comme je te le disais au début, voilà. J'ai écrit dans ces dossiers d'application à mon MBA que mon rêve c'était d'avoir mon propre fonds d'abord en finance islamique, et ensuite de le faire au niveau national. Mais je pense que oui, la prochaine étape dans ma carrière c'est d'avoir mon propre fonds et de faire cette levée de fonds en respectant les principes de la finance islamique, et ensuite d'investir dans des entrepreneurs, très probablement des pays musulmans, parce que c'est la logique. Mais bon, ça c'est large, ça va en gros du Maroc à l'Indonésie, tu vois. Mais en respectant les principes de la finance islamique. Je pense que pour moi c'est très important, et c'est quelque chose qui me fait lever le matin et qui me pousse à continuer à faire ce que je fais maintenant, quoi. D'accord. Donc tu as un plan, tu sais à quel type d'investisseur tu veux aller parler plus tard. Je te dis ça, mais j'avais pas vraiment tracé tout ce plan il y a 10 ans de ça. Mais disons j'ai commencé à réfléchir à faire un MBA à 26 ans, voilà, et je me disais quelles sont les étapes pour que je puisse arriver à mon rêve, quoi, qui est ce que je t'expliquais. Et donc la première étape c'était et qu'est-ce que j'ai à ce moment-là, quoi. À ce moment-là j'avais une bonne expérience en finance, j'avais un bon réseau au Moyen-Orient, et je me disais qu'est-ce qui manque pour devenir un VC par moi-même, et puis ensuite le faire au niveau national. Ce qui me manquait, d'abord c'est l'expérience en VC forcément, et une crédibilité en tant que VC, et ensuite continuer à cultiver ce réseau pour pouvoir à un moment donné aller voir des investisseurs au Moyen-Orient, pourquoi pas le fonds avec lequel je travaillais, et leur dire voilà, j'ai cette nouvelle idée, parce que c'est encore nouveau, on va dire malheureusement, il n'y a pas de fonds de venture capital islamique qui se sont créés, qui ont déployé des fonds globalement, et leur dire voilà, j'ai envie de faire ça, vous êtes investisseur et vous êtes musulman comme moi, pourquoi pas s'associer là-dessus. D'accord. Pour quelqu'un qui souhaite lever des fonds, auprès d'investisseurs venture capitalistes par exemple, qui n'y connaît strictement rien, qui a son projet, qu'est-ce que tu lui recommandes de faire, sur quoi il doit se former avant de se lancer dans la levée de fonds? Ouais, non, bien sûr. C'est forcément des questions qu'on pose souvent en tant que VC, surtout les entrepreneurs qui viennent nous voir pour lever des fonds. Je pense que fondamentalement, un VC comme moi, un investisseur en général, surtout sur des startups qui viennent juste de démarrer, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est la bonne personne pour cette idée-là? L'idée peut être fantastique,
mais si la personne n'a pas le bon background, que ce soit en termes d'éducation, en termes d'expérience ou en termes de réseau, on va se poser la question 2 fois, de savoir si on va investir dans cette personne, quoi. Donc, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un founder market fit, tu vois. C'est la première question qu'on se pose, et je pense que c'est la première c'est la première question que l'entrepreneur lui-même doit se poser, quoi. Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Et si un VC doit choisir entre moi et quelqu'un d'autre, voilà, est-ce que je vais être le choix numéro 1, quoi. Pour donner un exemple, quelqu'un qui se lance encore une fois dans la santé, je continue à parler de ça parce que c'est un sujet que j'aime bien. Est-ce que cette personne a travaillé avant, je sais pas, pour une grosse boîte pharmaceutique? Est-ce qu'il connaît le monde de la santé? Est-ce que un de ses cofondateurs est médecin, etc., etc. C'est des questions qu'on se pose pour savoir si la boîte va tenir, quoi. D'accord. Donc ça, c'est le premier, on va dire, devoir à la maison qu'on doit faire. La deuxième chose, si c'est vraiment sur des questions de structuration du financement, il y a plein de bouquins que je peux recommander qui sont excellents là-dessus, et qui se mettent dans la peau de l'entrepreneur, pour savoir qu'est-ce qu'il faut éviter, sur quoi négocier, quelles sont les batailles qu'il faut gagner, entre guillemets, quand on négocie un contrat de financement, et voilà, et comment même arriver à structurer cette espèce de processus de financement, pour pouvoir être sûr qu'au bout de, on va dire, 5 ou 6 mois, qui est en moyenne le temps que ça prend pour lever des fonds, on va avoir voilà, de l'argent dans notre compte en banque. Quels sont les types de livres que tu recommandes particulièrement? En VC, je pense que vraiment sur l'aspect négociation pure du financement, Venture Capital Deals, D'accord. C'est en anglais? Ouais, en anglais. J'ai pas de bouquin en français à recommander. Peut-être qu'il est traduit. Désolé, peut-être qu'il est traduit. Ouais. J'ai pas de bouquin en français malheureusement à recommander, mais celui-là est excellent. Après, c'est intéressant de lire des bouquins qui sont pas forcément là pour t'expliquer des choses, mais juste pour raconter les histoires qui sont derrière le succès de certaines startups, quoi. Les biographies, tout ça. Des biographies, exactement. Je pense que c'est intéressant de comprendre les bonnes et les mauvaises choses qui sont passées. Et les schémas communs. Exactement. Les schémas de pensée, qu'est-ce que l'entrepreneur a fait à ce moment-là pour résoudre ce type de problème. Je pense que c'est plus intéressant, même en tant que VC, de lire ça, plutôt que de lire un bouquin sur comment structurer un deal, quoi. D'accord. J'aimerais bien parler d'investissement personnel maintenant, plutôt personnel. Donc surtout pour les expatriés, on investit. Je sais pas si toi t'investis dans une pension de retraite ou comment est-ce que tu investis ton argent pour plus tard? Bonne question. Je sais pas si je suis forcément la bonne personne. On devrait mettre un disclaimer, les conseils qui sont donnés dans ce podcast avec modération sont prendre avec modération, exactement. Non, c'est une question que je me pose énormément en ce moment, surtout en ce moment. Et surtout, je regarde, j'ai plein de rapports. Si tu la poses, c'est que je me la pose moi aussi. Donc. j'ai plein de rapports qui me viennent, surtout aux États-Unis, où la situation des retraités est terrible, en France aussi d'ailleurs, surtout en ce moment, parce que c'est le gros sujet d'actualité. Mais oui, non, c'est une vraie question. Où investir et comment préparer l'avenir, parce que voilà, on cotise pas en tant qu'expat. Et en fait, au final, on a besoin de 2 choses, quoi. T'as besoin d'un endroit où vivre. Donc ça, c'est vraiment des préférences personnelles. Mais je pense qu'un investissement en immobilier le plus tôt possible, c'est super important. Donc ça demande voilà, d'avoir une épargne pour le faire. Et ensuite, on a besoin d'un revenu passif au moment où on part en retraite, quoi. Le revenu passif, comment le construire, il y a des millions de manières de le faire. On peut investir dans des fonds de retraite privés, entre guillemets. On peut investir dans des assurances vie. Personnellement, je suis vraiment en train de réfléchir à quoi faire. J'ai pas la solution, mais je pense que la seule règle que tout le monde donne, je crois que c'est concrètement investir le plus tôt possible. Est-ce que tu as entendu parler de Wahid? Ouais, bien sûr. Wahid Invest. Oui. Je sais pas trop si c'est sérieux ou pas. Est-ce que tu connais un peu? Oui, alors Wahid Invest, alors quand j'étais aux États-Unis, on a, comme dans beaucoup d'écoles, même en France, tu vois, on organise ces espèces de conférences étudiantes. Et la conférence que j'organisais, c'était une conférence en finance islamique. C'était une des premières à
à Harvard, et donc j'ai invité Wahid, D'accord. le CEO de Wahid. On a beaucoup parlé, et en gros Wahid c'est une plateforme qui te permet d'investir sur les marchés, d'abord aux États-Unis parce que c'est une plateforme américaine, dans des actions ou d'autres formes de titres financiers qui ont été sélectionnés parce qu'ils répondent aux besoins de la finance islamique. Donc, pas d'entreprises qui vendent des armes, pas d'entreprises qui vendent de l'alcool, jeu de etc. hasard. Ouais. Donc tu as un espèce de côté CSR, un filtre CSR, et ensuite tu as des problématiques de financement de cette propre boîte, parce que la finance islamique ne te permet pas d'investir dans des boîtes qui sont trop endettées. Oui. Concrètement, je le fais de manière très simple, mais en gros tu peux pas investir là-dessus, donc tu as un deuxième filtre qui est utilisé par des boîtes comme Wahid et d'autres pour pouvoir faire ça. Oui, je pense que c'est une bonne manière pour tout musulman avec un peu de capital d'avoir une exposition au marché financier qui est clean, quoi, d'un point de vue islamique. D'accord. Ce qui semble être le plus stable, c'est l'immobilier quand même, par les pierres. Bien sûr, bien sûr. Mais où est-ce que tu investis quand tu es expatrié? Tu investis en France, ouais, ça, comme je te le disais, c'est des préférences personnelles. C'est assez compliqué parce que déjà les lois sont différentes dans tous les pays. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que d'abord investir dans un marché qu'on connaît et dans un marché dans lequel soit une nationalité ou une résidence est important, parce que je pense que c'est important d'avoir ses droits protégés. Oui. Par exemple, j'ai quelques expatriés qui sont là, que je connais, qui sont à Singapour depuis un moment, et qui commencent à réfléchir à savoir s'ils doivent investir dans la pierre à Singapour. Mais sans forcément, donc ils sont pas singapouriens, mais ils ont un titre de résidence, mais ce titre de résidence est pas forcément comment dire, c'est 5 ans, enfin, voilà, c'est 5 ans, c'est pas du long terme, donc pour moi c'est un peu compliqué. Donc je dirais, et puis l'investissement immobilier tu le fais pour deux choses, tu le fais soit pour prendre ta retraite, donc ça c'est une résidence dans laquelle tu vas vivre, et ça c'est vraiment de la préférence personnelle, mais je pense qu'en tant que Français logiquement on va investir au pays, ou franco-algérien, enfin bref, tu vas investir dans un pays que tu connais, ou alors tu investis dans l'immobilier locatif, et donc tu vas investir dans un appart et ensuite tu vas le louer, et ça va être un revenu passif pour toi, et ça c'est vraiment une question de préférence personnelle, de connaissance du marché, de savoir si tu peux manager ce bien une fois que tu l'as acheté, parce que ça aussi c'est l'immobilier, il faut le manager malheureusement. Donc ouais, toutes ces choses doivent rentrer en compte. D'accord. Chaque investissement a un niveau de, comment dire, de retour sur investissement de risque est différent. Bien sûr. Donc si on prend le moins risqué, je pense que ça peut être le moins risqué, c'est d'utiliser c'est de mettre son argent dans un compte épargne. Voilà, je pense qu'il y a pas moins risqué que ça, à part le cash. Pas moins risqué, mais si on veut essayer d'éviter tout ce qui est intérêt, sans parler de filtre, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Après, il y a des banques islamiques, mais on n'a pas forcément accès. On n'a pas forcément accès à ça, c'est des produits structurés. Donc c'est des produits qui sont pas forcément dispo pour des gens qui ont juste un un compte à la Société Générale ou à la BNP, tu vois. C'est des gens qui sont en banque privée, qui sont chez UBS ou d'autres, qui ont accès à ce genre de produits structurés là. Mais c'est pour ça que des plateformes comme Wahid, pour reprendre ton point, sont assez intéressantes, parce qu'ils démocratisent l'accès à des produits qui avant étaient... T'en connais d'autres des plateformes comme ça ou... Des plateformes de finance islamique, dans la région, il y en a pas mal, enfin autour de Singapour. C'est des plateformes plutôt de financement en SMI. C'est-à-dire c'est Small and Medium Enterprise. Donc, je sais même plus comment dire en français. PME. PME, merci. PME. Donc c'est des plateformes de financement en PME. Donc en gros, la thèse derrière, c'est de dire les PME partout dans le monde ont des gros problèmes de financement. Ils ne peuvent pas aller voir des banques et leur dire on a besoin de 50 000 $, et je vous rembourse dans 3 mois une fois que ma facture a été payée. Le process est long, beaucoup trop long. La paperasse est beaucoup trop importante et les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Donc c'est des plateformes qui lèvent de l'argent auprès d'individuels comme moi et toi, et qui vont investir cet argent dans des prêts
assez PME, mais ces prêts sont structurés de manière islamique. D'accord, c'est intéressant ça. En Europe, il y a pas grand-chose. En Europe, c'est une bonne question. Je pense que il y en a une en Grande-Bretagne. Mhm. Je crois que c'était structuré. Je crois que ça s'appelle Islamic Bank of Britain, ou quelque chose Mhm. comme ça, IBB. Et comme je te le disais, à Singapour, il y en a deux ou trois qui se lancent. Il y en a une qui est pas mal, qui s'appelle Alami, Ok. qui est structurée de manière, encore une fois, charia, Mhm. voilà, que des musulmans peuvent utiliser pour avoir un retour sur investissement meilleur que ton compte épargne et pour pouvoir éviter les intérêts. D'accord. Est-ce que toi, tu as une stratégie en fait d'investissement sur tous ces types de plateformes? Ouais, Ou comme je te t'as dis, pas commencé, comme je t'as t'ai pas dit, encore j'ai un réfléchi? espèce, je te disais au début de l'interview, j'ai 34 ans, j'ai eu 34 ans très récemment, Mhm. et je sais pas pourquoi maintenant j'ai une espèce de peur de la retraite. Je crois que c'est Je suis l'âge, hein. encore assez loin, La je suis encore trentaine, assez loin, je je commence à l'espère, réfléchir. mais je me dis, il faut absolument préparer tout maintenant, quoi. Donc j'ai eu Et cette espèce de qu'est-ce qui panique. vient en numéro un? Numéro un, l'immobilier, parce que voilà, il faut un endroit pour vivre. Ouais. Ça, une fois que c'est fait, ensuite, donc immobilier, income passif, voilà, c'est les revenus passifs, pardon. Donc c'est les deux choses qu'il te faut pour partir en retraite. Donc Sereinement. l'immobilier d'abord. Ouais, d'accord. C'est juste besoin de choisir l'endroit et puis. C'était quoi les moments les plus durs dans ta carrière pour le moment? Euh, je sais pas, plusieurs, on va dire. Je pense que il y a pas mal de choses qui ont été difficiles pour moi, même en tant qu'étudiant. D'abord, c'est Mhm. l'accès à l'information et ouais, juste l'accès à l'information et à la formation. D'abord, comme je te disais, je suis fils d'ouvrier algérien, Mhm. donc comprendre quelles sont les meilleures options pour moi d'études, ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tard et beaucoup de choses pour lesquelles j'ai pas été préparé. Mhm. Donc tu vois, par exemple, en tant que lycéen, j'ai des amis de moi qui étaient déjà dont les parents étaient déjà en train de la préparer pour des classes prépa, pour des choses qui allaient leur permettre d'avoir des études supérieures longues Mhm. et potentiellement avec un bon job à la fin. Et cette information, moi je l'ai reçue, j'ai eu la chance de la recevoir à travers eux, mais c'est pas des choses qui sont très facilement accessibles. Donc il y a ça. Ensuite, tu as beaucoup de barrières psychologiques que tu te mets toi-même en Mhm. disant les grandes écoles c'est pas pour toi. Voilà, tous tes potes sont en train de faire des BEP, des CAP, ou BTS ou peu importe. Voilà, c'est peut-être le mieux que tu puisses faire. Et c'est une réflexion que j'ai eu énormément dans ma vie, tu vois. Mhm. Et en grandissant, en fait, plus, plus tu te rapproches de ces objectifs, plus tu te rends compte qu'en fait, il y a au final, c'est juste, si tu as un rêve, peu importe ce que c'est, le but, c'est vraiment juste de le découper en petites étapes et d'y arriver l'une après l'autre, quoi. Mhm. Mais oui, donc par exemple, j'étais en classe prépa après mon lycée. Et, je voulais devenir prof à la base, De quelle matière? économie. Donc j'étais en prépa à l'école normale sup pour aller en économie. Pendant 2 ans de prépa, j'étais super partant pour faire ça. Mhm. Arrivé 2 mois avant le concours, je me suis dit non mais c'est pas du tout pour toi. 2 mois avant? Deux mois avant, je me suis dit c'est pas du tout pour toi, il faut absolument que tu fasses autre chose. Bon forcément j'ai passé 2 ans à me préparer là-dessus, donc j'ai quand même passé le concours. Ça aurait été un peu bête. Je l'ai eu. Et ce concours te permet aussi t'ouvre des portes sur des écoles de commerce Ouais. normales, quoi. Donc Bifurquer j'ai directement. bifurqué sur la voie école de commerce, mais j'aurais pu être ouais, prof à la fac, euh, je sais pas moi, à Paris ou à Lyon, pour des étudiants en doc d'économie, en licence d'économie maintenant, euh, plutôt que d'être ici à Singapour. Je regrette pas. Mais oui, donc je te disais, j'étais en classe prépa et je voulais bifurquer. Le problème, c'est que à l'école normale, quand t'es étudiant là-bas, t'es payé. Ouais. Quand tu vas dans une école de commerce, tu n'es pas payé, c'est toi qui payes. Ouais. Et pour moi, c'était une grosse problématique, quoi, parce que les écoles de commerce en France, c'est des 15 000 euros. voilà, c'est Ouais. 15 000 euros, c'est du 20 000 euros. À l'époque, il y avait pas encore d'apprentissage. Donc maintenant, on peut faire ce genre d'école de commerce en apprentissage qui
permet de travailler et c'est l'entreprise qui paye tes frais de scolarité, donc c'est top. Il y a aussi je savais pas ça. maintenant... C'est intéressant ça. Ouais, non, c'est super intéressant. Il y a aussi maintenant beaucoup de bourses qui te permettent d'avoir ces écoles gratuitement. Voilà. Donc ça aide beaucoup. À mon époque, donc 2003, ça fait un petit moment déjà, il y avait pas ça. Et donc il y avait vraiment la question de voilà, comment est-ce que je finance ça, quoi. C'était un gros problème. Donc j'ai dû travailler, j'ai dû prendre un prêt. Et donc ça, c'était un gros blocage, tu vois. Et la même question s'est reposée encore une fois pour mes études aux États-Unis. J'ai eu évidemment l'idée de mettre un peu d'argent de côté avant, quand j'étais au Qatar, pour pouvoir préparer ça. Mais c'est une question que tu te poses tout le temps, quoi. Ça, c'était vraiment un très gros challenge, quoi. Ouais. Après, comme je te disais, ça c'est des choses qui sont plus ou moins solutionnables, entre guillemets. On peut toujours trouver des prêts, même si le coût est énorme, mais c'est des choses qu'on peut trouver. Le plus gros obstacle ou challenge dans ma carrière, c'est vraiment cette espèce de blocage psychologique, quoi. Je suis étudiant en lycéen dans une petite ville en France. Une grande école, c'est impossible pour moi. Je t'imagine pas une seconde non, évidemment, que 5 ans plus tard tu seras, oui, voilà, tu seras à Londres puis au Qatar. Exact, mais vraiment pas une seconde, quoi. Et en arrivant là-bas, c'est avec ces petites étapes, comme je te disais, que tu dis en fait non, c'est pas un rêve et c'est complètement possible, quoi. Tu vois, en grandissant à Vichy, jamais je me suis dit que tu vois, j'allais rentrer chez moi, j'allais avoir un diplôme d'Harvard dans ma chambre, tu vois. Et non, c'est possible. Il faut juste s'accrocher, il faut juste pas écouter les gens qui disent c'est pas possible, laisse tomber. Et j'ai eu beaucoup de gens avec lesquels je travaillais qui, même eux, comment dire, étaient un peu résignés par rapport à leur propre carrière et qui te disaient, je me rappelle très bien, encore une fois, d'un directeur que j'avais avec moi à Lazare. J'étais stagiaire à ce moment-là et je lui parlais de pourquoi pas je souhaitais que mon prochain stage se fasse à Londres, tu vois, dans une banque d'affaires à Londres, que j'ai fait au final. Mais il me disait non, tu sais Samir, il y a des profils pour Paris et puis il y a des profils pour Londres et t'es pas un profil pour Londres. Et c'est mon boss, tu vois, c'est un mec qui m'a recruté, donc je me dis si lui il m'a recruté et qui croit en moi, donc parce qu'il m'a recruté, mais qui me dit non, laisse tomber Samir, c'est trop pour toi, est-ce que c'est vraiment possible pour toi, tu vois. Tu sais qu'on m'avait dit la même chose moi aussi. Je voulais commencer à Singapour par un stage. Ouais. Et le mec m'a dit la même chose. Enfin, il me demandait tu veux faire un stage en quoi et tout, data science. Et il m'a dit la même chose. Enfin, si tu veux, je peux t'aider ici à Lyon, mais c'est pas la peine, tu trouveras pas. Ouais, non, mais bien sûr. C'est tellement décourageant. C'est super décourageant et t'as pas cette confiance en toi. Enfin, du moins, moi, je l'avais pas. Pour te dire, non, mais il raconte n'importe quoi. Surtout, entre guillemets, c'est une figure d'autorité, tu vois. Oui, c'est ton boss, c'est un mec qui a passé 20 ans. Le mec est déjà cadre. Voilà, le mec est cadre, il a un super background, il a fait une grande école de commerce aussi, etc. Donc il dit, donc tu te dis pas, il sait pas de quoi il parle. Et non, c'est vraiment à force d'effort et de mettre ça de côté et de dire non, c'est mon objectif, quoi qu'il arrive, je veux le faire. De tracer un peu ce plan de carrière aussi. Je pense que c'est aussi ça c'est très très important pour moi. Tu vois, je suis toute ma carrière jusqu'au Qatar, je me suis dit c'était plus pour moi en fait. Je me suis dit je veux arriver à faire quelque chose de ma vie et je veux arriver à être bien payé, je veux arriver à avoir un super job, je veux arriver à avoir un bon CV, etc. Et de changer cette mentalité en se disant je veux pas travailler que pour moi, mais je travaille pour les autres. Ça t'arrive au Qatar. Ça m'est arrivé au Qatar, c'est une espèce de déclic des déclics psychologique et religieux. C'est ton rapport à la religion qui a changé à ce niveau-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est mon rapport à la religion et c'est aussi de voir que la finance islamique n'était pas vraiment ce que je pensais. Qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment en lien avec les vrais préceptes religieux, tu vois. Oui. Il y avait beaucoup de produits en finance islamique qui étaient développés juste comme copie, comme pâle copie de produits conventionnels en fait. Et on essayait de structurer ça, c'était des usines à gaz pas possibles, juste pour les rendre islamiques. Et donc la forme islamique, mais le fond ne l'est pas. Et j'avais du mal à vivre avec ça.
Et je me dis, non, mais c'est pas possible en fait, il faut changer quelque chose, quoi. Donc il faut revenir au précepte, il faut revenir à des investissements clean, quoi. Il faut prendre des risques et l'argent qu'on gagne en tant qu'investisseur ou en tant qu'entrepreneur, il doit venir du travail, des efforts et des risques qu'on prend, quoi. Pas d'intérêt, pas du temps qui passe, qui est une notion très finance conventionnelle en fait. Oui. Donc c'est vraiment, donc pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment cet aspect, ce déclic psychologique de se dire on n'est pas là pour soi, on est là pour l'autre, et voilà. Très bien. Écoute, on arrive bientôt à la fin du podcast. J'ai une question qui me vient en tête là. Quand on travaille pas en France, du coup on n'a pas le droit au chômage ou à des choses comme ça. Ouais. Du coup, si tu perds ton travail, si tu te débrouilles en fait. Comment tu gères ça? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu gères ça de manière tout à fait ouverte et tranquille? Comment tu le gères? Je pense pas que tu le gères. Je pense que c'est... oui, non, surtout... en tant qu'expat, on vit soit à Singapour, soit à Dubaï, soit dans d'autres pays comme ça où ton droit de vivre sur place est lié à ton travail. Donc si tu perds ton travail, tu perds ce droit. Non, c'est très compliqué, tu vois. Je pense qu'en tant que célibataire, tu peux le vivre un peu plus facilement. Mais si tu es là avec famille et enfants, et que leur propre droit de vivre dans cet endroit-là est lié au tien, t'as une pression énorme, tu vois. Il faut pas que ça arrive. Et si ça arrive, il faut très vite réfléchir à un plan B. Non, c'est très compliqué. Comment gérer, je sais pas. C'est là où on se dit que finalement la France est pas mal en termes de couverture sociale. C'est clair. Et puis surtout, quoi qu'il arrive en France, on a le droit de vivre et de rester en France, même si certaines personnes ne sont pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais on a le droit de vivre et rester en France, quoi, en tant que citoyen. Au pire des cas, on rentre en France, quoi. Au pire des cas, on rentre en France, mais voilà, il faut repartir dans une nouvelle carrière. Je prends quelques exemples que j'ai pas vécu, que j'ai vu des amis vivre à Dubaï pendant la crise, où beaucoup de personnes ont été virées. Donc c'était 2009-2010. Beaucoup de gens ont dû plier bagages, laisser tout derrière et repartir en France. C'est très dur. C'est difficile. Psychologiquement, financièrement, évidemment. Parce que tu t'y attends pas, tu n'as pas prévu de mettre de l'épargne de côté pour ça, quoi. C'est ça. Donc oui, pardon. Alors, autre conseil financier, avant l'immobilier, épargne d'urgence. Ouais, justement, j'allais t'en parler, ce qu'on appelle l'épargne de précaution. L'épargne de précaution. Extrêmement important. 3 à 6 mois de salaire de côté. Tu sais, c'est exactement la problématique dans laquelle je suis, vu que ça fait que quelques années que je suis dans le marché du travail. Ouais. Et là-bas, je me mets dans l'épargne de précaution. Ouais. J'essaie de penser à ça, justement, parce que si je perds mon travail, ma femme perd son travail, on est un peu... Ouais, non, c'est super. Si t'as pas l'épargne pour vivre au moins de 3 à 6 mois, c'est... Bien sûr. C'est compliqué. Pour retomber sur ses pieds, si jamais tu dois partir de Singapour ou de peu importe où t'es et de revenir en France, c'est ce dont t'as besoin, en fait. Et cette épargne-là, en fait, tu la mets tu la touches pas? Alors forcément, il faut pas la toucher. C'est juste de l'argent, je sais pas, en $5 ou en euros, que tu touches pas, en fait. Il faut pas la toucher, tu peux la mettre... Mais elle se dévalue au fil des années. Si t'as accès alors oui, parce que l'inflation joue malheureusement si c'est en cash, mais il faut essayer de trouver des financements, des produits d'investissement islamique que tu peux utiliser. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait. Est-ce que tu la gardes en cash, en currency? Non. Ou est-ce que tu l'investis? Je l'investis. D'accord. Je l'investis comme les plateformes dont je te parlais là, de financement qui ont plutôt un bon retour sur investissement. Et si tu veux récupérer cet argent, c'est très facile, c'est pas liquide. Alors tu peux pas récupérer cet argent au bout d'une journée, tu vois. Mais on va dire au bout d'un mois, tu peux avoir accès à cet argent, quoi. Je me dis si jamais tu te fais virer, t'as à peu près un mois avant d'avoir la fin du contrat. Ça match à peu près. Donc j'aurai accès à cette épargne au moment voulu, quoi. Oui, donc ne pas le garder en currency, c'est possible. Non, bien sûr. Je pense qu'il y a une partie qu'il faut toujours garder en currency. Tu vois, pour des cas d'urgence extrême, tu as besoin de payer une facture à l'hôpital ou ce genre de choses. Mais pour cette épargne de précaution, comme tu disais, oui, il faut l'investir. Je pense qu'il faut tout investir. Faut pas laisser ton argent se dévaluer. D'accord. Écoute, je suis d'accord avec toi et je suis content de l'entendre de la part d'un investisseur. Oui. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Super. Est-ce que tu aurais un autre livre à recommander ou un podcast ou une vidéo, un film, ce que tu veux?
Bien sûr. Qui t'a particulièrement plu, ou peut-être qui a été un déclencheur chez toi, ou t'as tiré beaucoup de leçons par rapport à ça, ou peut-être celui que tu lis en ce moment, je sais pas, comme tu veux. Ok. Je vais te parler d'un livre que je viens juste de finir. Un livre assez connu. L'auteur, c'est François Fanon. Donc François Fanon, c'est un auteur franco-martiniquais, très connu pour son combat pour la libération, très connu pour son combat pour l'abolition de l'esclavage et la reconnaissance des droits civils pour les Noirs. Et donc François Fanon, c'est un docteur en médecine. Il était psychanalyste. Il était basé en Algérie pendant la libération. Et parce qu'il s'était attaché à la cause indépendantiste algérienne, il a été emprisonné. Il a été obligé de fuir, etc. Mais c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur l'adaptation culturelle des Noirs et des étrangers en général en France. C'est assez similaire à des discours de Martin Luther King ou de Malcolm X. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché, parce que il parle c'est un docteur en médecine, donc il parle beaucoup de la psychologie de l'immigré, ou de la pensée de l'immigré dans un autre pays. Et forcément c'est un livre qui résonne beaucoup pour moi, la santé, encore une fois, franco-algérien, et de la santé. Mais tout ce qu'il dit, tout ce dont il parle, de l'aspect d'intégration et du poids du poids psychologique que tu as en tant que personne qui ne se sent pas vraiment intégrée à la société dans laquelle on est censé appartenir. C'est un livre qui m'a beaucoup plu. Je viens juste de le finir, c'est pas très long. Okay. C'est extrêmement bien écrit. Le nom déjà encore? Et l'auteur? Oui, pardon. L'auteur, c'est François Fanon, et le livre s'appelle Peau noire, masque blanche. D'accord, super. Je mettrai tout ça en masque blanc. Ok. Oui. Je mettrai ça en description, Inch'Allah. Super, merci beaucoup. Ok, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager massivement autour de vous. Vous pouvez le faire en envoyant le lien du podcast à vos contacts, ou en partageant la page Facebook Muslim Makers que j'indique en description. À la semaine prochaine, Inch'Allah.